place à l'analyse maintenant avec vous, Antoine Mariotti. Bonjour Antoine. Bonjour Nabia. Est-ce que cette reprise des frappes, elle peut clairement faire dérailler le processus engagé à la mi-juin ? C'est toujours le problème, c'est qu'on n'est pas Madame Irma, mais forcément il y a des inquiétudes. Donc oui sur le principe, parce que à partir du moment où vous avez une frappe et vous avez une riposte, est-ce qu'il y a une riposte à la riposte et que du coup on a un engrenage qui fait que finalement un conflit repart, c'est une possibilité. On n'a pas l'impression pour autant que un camp comme l'autre, c'est-à-dire l'Iran comme les États-Unis, ait une réelle volonté de repartir dans ce conflit à grande échelle. Donc a priori, on devrait en rester là et on peut espérer qu'on va en rester là pour tout le monde, pour les habitants de la région, pour les navires qui doivent circuler, donc pour l'économie mondiale, qui impacte tout le monde, rappelons-le, y compris au niveau, par exemple, du prix de l'essence, mais pas que. Donc, a priori, il ne devrait pas y avoir une escalade trop importante. C'est ce que l'on peut souhaiter. Donald Trump qui parle d'une violation stupide. En tout cas, chacun s'accuse de violer la trêve. C'est pas la première fois que ça arrive depuis le début de ce conflit et depuis le début des cessez-le-feu. Mais cela dit, ce n'est quand même pas très rassurant qu'un navire comme ça puisse être frappé par des tirs de drone. Et en riposte, les Américains ont frappé en Iran, et du coup les Iraniens, comme on vient de le voir, ont frappé aussi dans la région, notamment à Bahreïn, qui dit avoir reçu plusieurs drones qui ont attaqué son territoire, de drones iraniens. Donc forcément, c'est inquiétant. Ce sont les premiers échanges de frappes là depuis le protocole d'accord, il y a un peu moins de 15 jours désormais. Tout va dépendre aussi de l'état des négociations dans ces fameux 60 jours après l'accord intérimaire. Ils sont assez convaincus qu'ils vont y arriver en 60 jours. Je suis d'un naturel optimiste, mais là, je suis un petit peu sceptique pour tout vous dire, pour qu'ils y arrivent aussi vite. Donc, il est aussi probable qu'ils prennent un peu plus de temps. C'est une des clauses de l'accord, d'ailleurs, de dire que si on estime que dans les 60 jours, on n'y arrive pas tout à fait, d'un commun accord, nous, Iraniens, nous, Américains, eh bien, on se met d'accord pour prolonger de 60 jours supplémentaires ou autre. Ça peut être Donc, c'est une possibilité. Le risque avec ça, c'est que c'est aussi une possibilité de mettre un peu la poussière sous le tapis si on n'y arrive pas, exactement comme ils l'ont fait avec la bande de Gaza. Un autre accord cadre a été annoncé hier entre Beyrouth et Tel Aviv. Cette fois, alors le Hezbollah a réagi en expliquant que l'exécutif libanais légitimait l'occupation israélienne en signant cet accord, dans la mesure où le Premier ministre israélien a redit que ses troupes ne quitteraient pas les zones occupées. Là encore, quelle chance accorder à ce processus engagé ? Pour le coup, quasiment nul, parce que l'un des principaux protagonistes n'est pas autour de la table. Faire la paix avec le gouvernement libanais est une chose positive d'ailleurs. On peut que accueillir positivement quand il y a des pays ennemis qui se parlent et qui signent des accords, donc qui décident de se rapprocher, que ce soit pour les habitants du sud du Liban ou pour ceux du nord d'Israël. C'est plutôt quelque chose qui va dans le bon sens. Maintenant, il faut regarder les choses de manière un peu plus froide et concrète, pardonnez-moi de le faire, mais on voit mal où ça peut amené quand Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, nous dit que ce texte pose la première pierre d'un cadre pour une paix et une sécurité durable. Bon, il est quand même permis d'être extrêmement sceptique. À quel moment ils ont fait un accord avec le Hezbollah ? C'est avec le gouvernement libanais qui n'est pas un protagoniste, encore une fois, des affrontements qui se passent depuis des mois, ni même depuis des années. D'ailleurs, à aucun moment l'armée libanaise, depuis des années et des années, n'a frappé Israël ou n'a d'ailleurs été plus ou moins visée par Israël. Vous soulignez un point, Antoine, ces négociations ont été menées donc entre Tel Aviv et Beyrouth, mais le passé nous a montré que le Hezbollah, avec Israël, avait pu conclure une trêve qui n'avait pas été respectée d'ailleurs, mais c'était la semaine dernière. Donc, on se pose la question peut-être naïvement, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible de réunir tous les protagonistes autour d'une même table et de conclure cet accord cadre ? Parce qu'il y a des volontés réelles et à moyen et long terme qui sont beaucoup trop éloignées. C'est-à-dire qu'Israël, par la voix de son Premier ministre Benjamin Netanyahou, a dit que l'armée israélienne resterait dans le sud du Liban, donc occuperait cette partie du pays, qui n'est pas son pays, tant que le Hezbollah ne serait pas désarmé. Jamais le Hezbollah ne va accepter de désarmer comme ça. Et le problème, c'est que personne, pas même les Israéliens, ne parvient à désarmer le Hezbollah. Donc soit à un moment donné, il y a un accord avec le gouvernement libanais qui lui aussi aimerait désarmer le Hezbollah, et les Israéliens y participent, et puis les Américains y participent, et des Européens ou autres, pour donner, et les pays de la région, à l'armée libanaise les moyens réellement de contrôler son territoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il en sera fini du Hezbollah en tant qu'entité militaire importante, pas en tant qu'idéologie. C'est comme le Hamas, ça
ça restera. Il y a des gens qui croient dans cette idéologie et il faut faire avec au bout d'un moment. Si on n'est pas content, il faut essayer de les convaincre du contraire, mais on va pas pouvoir tuer tous ceux qui soutiennent le Hezbollah ni tous ceux qui soutiennent le Hamas et qui ne sont pas des combattants. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir comprendre à un moment donné, parce que et c'est pour ça qu'on ne peut pas y arriver. Et Israël s'engage à quelque chose en disant que tant qu'il n'y a pas le Hezbollah qui est désarmé, on va rester dans le sud du Liban, ça veut dire une occupation à très long terme. Est-ce que ça, c'est acceptable pour la communauté internationale? C'est quand même une véritable question. Le Hezbollah qui prévient, qui dit d'ailleurs que cet accord sème quand même les graines d'une potentielle nouvelle guerre civile au Liban. On a vu des combattants du Hezbollah et des sympathisants plutôt être dans les rues hier à bord de moto pour bien montrer qu'ils étaient là, qu'ils n'étaient pas d'accord et qu'ils voulaient faire du bruit. Tant que ça reste faire du bruit, c'est une chose. Est-ce qu'à un moment donné, le gouvernement libanais va s'en prendre militairement parlant au Hezbollah et vice-versa, et qu'on va repartir dans une guerre civile comme on l'a malheureusement connue et elle a été dramatique dans les années notamment 80? C'est une possibilité, on espère que ce ne sera pas le cas, mais pour l'instant, il y a des objectifs extrêmement divergents d'un côté et de l'autre. Et quand je disais qu'il faudrait un investissement américain notamment important, le seul investissement qui est évoqué, parce qu'on ne connaît pas grand-chose de cet accord, c'est une aide humanitaire, et j'en finis là, de 100 millions de dollars, alors que les dégâts sont estimés à 1,38 milliard de dollars. Il y a 11 000 bâtiments qui ont été rasés. Et tout ça, ça ne comprend pas les coûts pour les familles qui sont déplacées, qui ne peuvent pas revenir chez eux, qu'il faut reloger, qu'il faut nourrir. Donc c'est absolument colossal. Donc cet accord, c'est une bonne chose sur le principe, mais ça ne sert à rien dans les faits. Merci beaucoup Antoine pour compléter les chiffres des milliers de morts aussi depuis le 2 mars dernier. Plus de 4 000. Au Liban, plus de 4 000. Merci beaucoup Antoine.